Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Trèfle. Titouan pour vous accompagner aujourd'hui sur ce podcast. Alors on s'approche petit à petit des playoffs, même à grands pas. Les Celtics sont pas dans la forme du siècle en ce moment. Donc pour être transparent, on enregistre après la double défaite face aux Hawks. Donc comme ça vous pouvez vous situer un peu chronologiquement. Donc là, les Celtics sont à 57 victoires, 16 défaites au moment où on enregistre. Il reste quoi, une dizaine de matchs, un peu moins. 3, 6, 9 exactement. Donc voilà. Et effectivement, les Celtics n'ont pas un super momentum. Au trèfle, on a un peu deux équipes. On a ceux qui pensent que la forme récente des Celtics est un peu alarmante, car c'est pas une méforme venue de nulle part, mais plutôt des défauts, des problèmes structurels et tactiques, on va dire, de l'équipe qui commence juste à éclater au grand jour. Et de l'autre côté, on a ceux qui pensent que la mauvaise série récente de Boston résulte plutôt d'un relâchement des joueurs, qui, avec le premier seed assuré, joue un peu en claquette et sont pas 100% focus, en plus du staff qui serait plus ouvert à tester des choses en vue des playoffs. Donc voilà, où en est un peu l'avis de la team Trèfle sur la forme récente des Celtics. Ceci étant dit, on a voulu faire un épisode un peu différent de d'habitude. On voulait pas faire un état des lieux en mode review un peu classique. Ça, on se le gardera pour quand la saison sera terminée. On fera un retour sur la saison au global. On a décidé de se lancer sur un épisode un peu de hot take, voilà, hein, pour essayer de faire un peu le buzz sur la saison écoulée et les playoffs à venir. Et je suis accompagné de deux membres du trèfle que je vais annoncer tout de suite, mais l'idée du coup est la suivante sur cet épisode. Chacun son tour, ils vont me donner une hot take à eux, un avis qui va un peu à l'inverse de la pensée commune, on va dire, de manière générale, et on va parler un peu de ces takes, pourquoi ils pensent ça, ce qu'on pense l'autre, et à quoi s'attendre dans les faits. Pour m'accompagner aujourd'hui, on accueille de manière générale, je dirais l'optimiste de la bande, même si c'est plutôt une médaille que je donnerai à Johan, mais c'est vrai que il fait aussi partie des optimistes de la bande, mais qui se mettent de plus en plus à douter des Celtics. C'est Vincent. Salut Vincent. Comment tu vas? Salut Titouan, ça va très bien. J'espère qu'on va bien se marrer aujourd'hui. Essayons d'être optimistes, effectivement. Et on accueille. Alors, on pouvait pas prendre une autre personne de l'équipe quand il s'agissait de faire des hot takes. On accueille celui qui justement est plutôt de la team pessimiste d'habitude, mais qui là est en plus en train de se faire voler de plus en plus le titre par Azad, on peut le dire, et qui est pas loin d'être optimiste finalement sur la saison des Celtics. C'est Hugo. Salut Hugo, comment vas-tu? Salut Titouan, salut tout le monde. Bah écoute, ça va bien. Alors je pense quand même que là on me donne le rôle de pessimiste. Je pense que mes critiques sur le trade de Derrick White à l'époque m'ont donné une carrière dans ce rôle-là. Mais non, sinon je suis content d'être avec vous pour voilà pour comme disent les jeunes cracher les fats. Très bien. Alors les gars, je propose qu'on se lance direct. Je vais te lancer en premier, Vincent, si ça te va, sur ta première hot take, sachant que ça rejoint un peu. Alors du coup, voilà, pour donner un peu les coulisses du podcast, je vous ai demandé de m'envoyer les hot takes en privé, donc vous savez pas les hot takes de l'autre, mais moi je connais les hot takes de vous deux. Et la première, Vincent, que tu m'as donnée rejoint un peu celle de Hugo, donc ça va être intéressant d'avoir les deux avis. Visiblement, vous êtes un peu d'accord sur le fond. Donc vas-y Vincent, donne-moi ta première hot take. Donc ma première hot take, moi, c'est que je suis personnellement déçu de la saison de Jason Tatum. Donc elle va être dure à assumer celle-ci, je pense, sur le long terme. Mais donc pourquoi ça? En fait, ma déception vient de la non-progression de Tatum cette année. En fait, je considère que en fait, il fait quasiment la même saison que l'année dernière. Il n'a pas progressé dans beaucoup de domaines particulièrement, on va dire, mis à part
tout ce qui est post-up. Et donc moi j'attendais cette année qu'il passe encore un step au-dessus, qu'il passe le step du fameux top 5 NBA incontestable. Et pour moi malheureusement il y est pas. Alors c'est un joueur qui reste merveilleux, hein, excellent d'ailleurs, parce qu'on va dire qu'il reste sur son niveau de l'année dernière, qui était déjà excellentissime, mais moi j'attends toujours plus, j'attends que ce soit lui qui nous amène au titre. Et pour la deuxième année d'affilée, son scoring est efficace sans être ultra élite, son passing est très bon sans être ultra élite, c'est toujours pas un créateur de décalage implacable. Voilà, ça reste un très bon défenseur, par contre excellent, ça je lui reconnais toujours ça. Mais voilà, donc c'est un peu ma première take. Je suis très dur dans mon constat, je trouve. En fait, je l'ai dit plusieurs fois dans le podcast, je suis très dur avec Tatum, mais comme disait l'oncle de Peter Parker, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et pour Jason, un grand niveau implique de très grandes attentes, notamment de la fanbase. Et quand on va aller au bout, on estime, on attend de lui qu'il soit un des meilleurs joueurs de la planète. Il est pas très loin, mais je suis pas sûr qu'il soit parmi ce fameux top 5. Donc voilà un petit peu ma première take. Je comprends l'idée. Je te trouve un peu dur dans le sens où moi, quand j'entends saison décevante, je me dis il a régressé, il a déçu sur des points. Ouais. Alors que dans les faits, tu vois, par exemple, sur ouais, en fait, il est toujours aussi bon que la saison dernière. Je trouve même que, alors sur le scoring, alors l'efficacité est globalement la même. D'ailleurs, je crois même qu'elle est exactement la même. Enfin, le true shooting plus est exactement le même, je crois. Mais par exemple, sur le passing, je trouve qu'il y a quand même des lectures. Enfin, j'aime toujours ces passes là cross courtes qu'il fait quand il est un peu en position au poste ou même parfois sur des drive and kick. Enfin, je trouve qu'il a quand même pas mal progressé sur le playmaking. D'ailleurs, si on regarde les stats brutes, alors la progression n'est pas vertigineuse, mais il y a un tout petit peu plus de passes tout en ayant moins de pertes de balles et le tout avec quasiment 1 minute, je crois, de temps de jeu en moins. Donc, encore une fois, c'est pas vertigineux, mais c'est quand même plus propre. Après, là où, du coup, je pourrais te rejoindre, je nuancerais, je me demande à quel point c'est pas l'amélioration du spacing, en fait, et des qualités de shoot autour de lui qui sont responsables de cette petite progression statistique. Le fait de passer de Robert Williams et Marcus Smart à Porzingis et Jrue Holiday, ça doit aider quand même pas mal pour faire gonfler tes stats à la passe quand t'as ces gars-là à la finition. Et on aurait pu s'attendre justement à une progression au scoring sur l'efficacité justement. Il prend moins de tirs, il a un poil moins de responsabilité, mais justement il est superbement entouré sur une équipe qui a marché sur la ligue toute l'année et lui restait le même joueur. Excellent. Mais on aurait pu s'attendre éventuellement à un petit step-up supplémentaire. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'espérais. Parce qu'en fait, on espère toujours, vu que c'est lui qui doit nous faire gagner, j'espère toujours une progression, alors qu'en fait, il est juste sur une stagnation qui est déjà excellente. Et si ça se trouve, on a la version finale de Tatum, en fait, à deux, trois petits détails. Si ça se trouve, on a la version finale de ce joueur. C'est possible. Par contre, là où je te rejoins, moi, c'est vraiment le point qui m'a déçu chez lui, c'est que contrairement à l'impression visuelle, son taux de lancer franc pris, de 3 points pris est un tout petit peu plus faible. Enfin, il n'a pas augmenté par rapport à la saison dernière, il a même légèrement réduit. Mais par contre, le taux de lancer franc a aussi diminué. Ce qui veut dire qu'en fait, là où il a augmenté, ça va être plus sur des mid-range, et parce qu'il va pas énormément au cercle non plus. Et c'est là où c'est un peu frustrant, c'est que déjà les 40% de free throw rate du coup de la saison dernière étaient un peu légers pour un joueur avec de telle qualité de finition et de qualité physique. Mais là cette année ça a chuté à 35%, donc ça pour le coup, je suis d'accord que c'est très décevant. Moi c'est vraiment le point qui me déçoit. Et du coup, Hugo, je vais te lancer là-dessus parce que toi, tu avais une hot take qui allait un peu dans ce sens-là. Vincent t'a dit, il n'est pas ce top 5 qu'on voudrait qu'il soit, et peut-être que voilà, en gros, c'est un très bon joueur qui est resté un très bon joueur, mais qui a du mal à gratter le côté élite un peu, vraiment l'élite des superstars. Hugo, toi, ta take, c'était, si je me permets de la citer, attends, je la retrouve. T'as dit Jason Tatum n'est pas encore / n'est plus ce joueur alpha en attaque. Du coup, est-ce que tu rejoins un peu Vincent sur ce côté déception un peu de la non-progression de Jason Tatum? Alors déjà, je trouve que Vincent est un peu dur quand il parle de Tatum comme un joueur n'ayant pas beaucoup progressé cette année. Et je rejoins plutôt ce que tu as dit dans le sens où pour moi, en fait, il a énormément progressé sur d'autres secteurs du jeu.
Par contre, c'est vrai qu'en attaque, alors si on isole vraiment le côté attaque, je trouve qu'il est plutôt dans une stagnation. Et en fait, je sais pas vraiment à quoi attribuer ça, parce que j'ai l'impression, alors on pourrait se dire que c'est la saison régulière et qu'il n'a pas besoin de forcer, donc ça c'est un peu vrai. Mais il y a certains matchs quand même où je trouve que, alors il fait mais pas du tout d'effort. C'est-à-dire que je trouvais bien plus fort il y a quelques années, notamment la saison où on va en finale NBA sur la deuxième partie de saison, où là vraiment il était létal et à chaque match on sentait qu'il pouvait en mettre 40 quand il voulait. Là, je trouve qu'il y a certains points de son jeu en attaque qui sont vraiment, euh, bon, j'ai envie de dire limite en régression. Je pense à ses drives, euh, pas en termes de volume, pas en termes d'efficacité, mais en termes en fait visuels. Si on regarde d'un point de vue purement visuel, je trouve que la facilité qu'il a pour aller au drive, elle est vraiment pas celle qu'elle était il y a quelques saisons. Et ça se ressent clairement, c'est-à-dire que il n'est pas forcément moins bien défendu, pardon, il n'est pas forcément mieux défendu, pas forcément moins bien défendu. Je trouve que les défenses sont plutôt, on va dire pareil sur son cas, mais en tout cas pour lui, enfin si on prend vraiment le point de vue Jason Tatum, je trouve qu'il drive très mal, dans le sens où des fois il a ce que les Américains appellent des open lanes. Lui, bah, souvent, il ne les exploite pas assez, il joue pas assez de son corps, alors que on l'a vu, il est capable avec son épaule de se créer de créer facilement une séparation pour marquer des paniers faciles. Et je trouve que encore trop souvent, il se fait, je vais pas jusqu'à dire qu'il se fait bully, mais en tout cas, il crée pas la séparation qu'il devrait créer quand on regarde théoriquement le profil de ce joueur. Donc, je trouve que de ce point de vue-là, en tout cas sur les drives, il a vraiment régressé ou alors il n'a pas progressé. Et ça, c'est quand même assez problématique parce que c'est sur cet aspect-là de son jeu où je pense qu'il devrait vraiment passer le step supérieur pour devenir un scoreur exceptionnel. Il y a Robin, une fois, je me souviens, il avait tweeté il y a quelques mois, quelques années, je sais plus, mais ce tweet m'avait vraiment marqué. Il avait tweeté Tatum, il va falloir qu'il comprenne qu'il est beaucoup plus Giannis que KD. Et ben pour moi, c'est vraiment ça en fait. Tatum, quand on voit son corps, quand on voit le développement de son corps, c'est devenu un ailier vraiment ultra imposant qui devrait être capable vraiment de se créer des paniers faciles proches du cercle. Et je pense qu'il devrait beaucoup plus faire ça que de compter sur ses pull-ups où franchement sa réussite est vraiment pas top, je trouve, cette année. Alors, il y a certains matchs où, je pense au match contre Washington où il en met, je sais plus combien de points il met en première mi-temps, mais un truc comme 33 ou 35, je sais plus, où il est vraiment ultra impressionnant, notamment sur les pull-ups. Donc, il y a certains matchs où il va rentrer dedans enfin, pardon, où ses pull-ups vont rentrer et là, il va être pratiquement indéfendable parce qu'on va devoir le respecter. Mais par contre, quand il est dans ses adresses, dans ses standards, finalement, bah, il n'est pas tant capable de sanctionner que ça, alors que je préférais justement qu'il aille provoquer, où je trouve que finalement c'est là où il est le meilleur. Donc ouais, franchement, assez déçu je vais pas dire de sa progression, de sa régression, mais assez déçu de sa saison en attaque, parce que je pense qu'il a été meilleur, et là actuellement, je trouve qu'il est plus dans les tout meilleurs attaquants de la ligue, et c'est dommage quand on voit la progression du joueur, enfin le niveau du joueur, et ce qu'on attendait de lui même il y a ne serait-ce que 2-3 saisons. Ouais, donc globalement, ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'est que là où il a été le plus décevant, c'est vraiment le côté sur le drive et le manque de pression en fait au cercle. Surtout que quand tu vois l'athlète que c'est physiquement et sa qualité de finition proche du cercle est quand même si parfois il loupe quand même quelques lay-ups qui semblent un peu faciles, c'est quand même un bon finisseur près du cercle. C'est dommage de pas le voir prendre d'avoir un plus gros volume là-dessus parce que normalement un Tatum qui drive c'est censé être quand tu vois sa qualité de finition c'est censé être la faute ou panier en fait ou voir les deux. Est-ce que Vincent tu veux rajouter un petit truc là-dessus? Bah, si on n'a pas le titre de la fanbase la plus difficile de la ligue, quand même, quoi, à se plaindre tout le temps. On l'avait déjà sur John. Ouais. Non, mais je pense que quand même, je pense que ça, Tatum frustrant, Tatum égal frustrant, ça, c'est un truc qui semble poindre, qu'on entend parfois quand même. Et j'adore ce qu'a dit Hugo sur t'es plus Giannis que KD. Ben, le top, ce serait qu'il soit un bon mix des deux. Et pour l'instant, lui, il tend vraiment plus
sur du KD, clairement. Et c'est un peu frustrant. Le problème, c'est qu'il tend sur du KD, mais avec la réussite de Kobe Bryant, quoi. Ouais, Et enfin, avec l'efficacité de Kobe Bryant. Et aller voir l'efficacité de Kobe Bryant, c'était pas ouf. Ouais, et aller voir celle de KD qui, elle, est complètement déraisonnable. Si on a fini sur cette take-là sur Tatum, on l'espère qu'il nous fera mentir pour les playoffs. De toute façon, c'est simple, on le sait très bien. Les Celtics gagneront pas une bague s'ils n'ont pas un Tatum justement qui redevient cet alpha offensif. Hugo, est-ce que tu veux partir sur ta deuxième take du coup? Oui, je peux partir là-dessus. Alors, juste pour remettre en contexte, j'avais cette take en tête avant cette nuit parce que vous allez comprendre pourquoi. Alors, ma deuxième take, c'était de dire que finalement, quand je regarde actuellement le classement de l'Est et finalement les forces et faiblesses des équipes qu'on risque d'affronter en playoff à l'Est, pour moi, l'équipe qui me fait le plus peur, alors devant Milwaukee, devant même les Sixers au complet, devant vraiment tout le monde, devant Miami, pour moi, c'est les Knicks. Alors je sais que ça peut paraître assez lunaire de penser que les Knicks peuvent être inquiétants en playoff quand on connaît cette franchise qu'est les Knicks, que sont les Knicks. Mais en fait, pour la faire courte, il y a déjà ma take, elle est d'emblée, je vais pas dire biaisée, mais en fait, elle s'appuie sur une part d'inconnu et sur une grande part de théorie. Parce que depuis finalement que les Knicks ont assemblé leur roster à la trade deadline, ils n'ont fait, alors je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est ça parce que même Mitchell Robinson est revenu récemment. Donc je pense qu'ils ont fait tout bonnement 0 match complet. Donc finalement, tout ce que je vais dire, c'est uniquement de la théorie. Mais je trouve qu'en regardant cet effectif et en regardant finalement les forces et les faiblesses de Boston, je pense que cette équipe peut vraiment nous gêner, dans le sens où on l'a encore vu contre Atlanta, une certaine difficulté à défendre sur les gardes qui sont vraiment dominants. Et Jalen Brunson est un garde dominant. Aujourd'hui, c'est un des tout meilleurs meneurs de la ligue, n'ayons pas peur des mots. Donc Jalen Brunson est ce garde dominant. Alors, je comprends les limites que beaucoup imputent à notre ami Julius Randle, que je partage. Maintenant, je pense que Julius Randle, si on le décharge vraiment du côté création et du côté surtout self-création, donc vraiment si on le décharge de ce côté isolation et qu'on le met vraiment dans un rôle de finisseur / rebondeur, même s'il veut jouer au large parfois, je pense que ça peut être bien plus efficace que ce qu'il nous faisait avant. Et j'ai envie de dire que c'est pas bien compliqué. Et ensuite, ils ont réussi à ajouter, je trouve, des pièces qui sont ultra intéressantes. Je pense à OG Anunoby, qui, on sait, ça reste un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue, même si c'est pas le seul OG Anunoby qui va arrêter notre attaque. Ça reste quand même un joueur qu'on peut mettre sur une superstar sur quelques possessions, essayer de le fatiguer, etc. Ça reste quelque chose de vrai. Et je trouve qu'ils ont aussi plutôt bien musclé leur banc. Des joueurs comme Hartenstein, qui l'a depuis plusieurs saisons, mais qui a vraiment passé un step cette année. Bon, on l'a dit, Mitchell Robinson qui revient, même s'il a ses défauts, reste un protecteur de cercle de premier ordre et qui amène aussi cette menace verticale intéressante. Je trouve que Dante DiVincenzo et Josh Hart sont des role-players très convenables. Dante DiVincenzo a vraiment retrouvé un niveau très très intéressant cette année et franchement c'est redevenu le très bon joueur de basket qu'on connaissait à Milwaukee. Et global, voilà, même un mec comme Alec Burks s'en sorti de banc pour justement apporter ce côté self-création pour voilà, si jamais ils ont un coup de mou en attaque sur 2-3 possessions, prendre le ballon, dire bon écoutez, je vais jouer mes trucs, je vais essayer de marquer. Ça peut être intéressant même si le joueur est limité. Je trouve qu'au global, voilà, New York est une équipe qui me fait peur bien plus par exemple que Milwaukee, qui a une rotation extérieure qui me fait grandement rire quand on compte encore sur Pat Connaughton et Malik Beasley sur des joutes de playoff. Je pense que voilà, ça c'est clairement limité. Et plus que d'autres équipes qui ont connu aussi des blessures et des mésaventures pendant la saison. Donc moi, franchement, aujourd'hui, l'équipe qui me fait vraiment peur, ça serait New York. Après, encore une fois, ils ont perdu contre San Antonio hier, contre un immense Victor Wembanyama, le meilleur match de sa carrière. Mais voilà, donc encore une fois, ils ont perdu contre San Antonio, mais avec 3-4 joueurs majeurs absents. Donc je pense que comme finalement avec les défaites de Boston, ça ne veut pas dire grand-chose.
Et ça reste une équipe qui, sur le papier, parce que ça reste de la théorie, est terrifiante en play-off. Ouais, alors, en plus, c'est une take que tu avais depuis même plus longtemps qu'hier, parce que je me souviens qu'on avait parlé de ça dans notre conversation de groupe. Je pense que ça fait au moins un mois, hein, que ça fait même peut-être plus d'un mois que tu avais parlé justement des Knicks comme potentielle équipe qui faisait le plus peur en playoff. Moi, j'étais pas trop chaud, mais je pense que je suis aussi biaisé par le fait que les Knicks, dans l'histoire récente, c'est quand même une équipe qui a eu beaucoup de galères, on va dire, et que en dehors de cette saison un peu où on sait qu'ils ont eu quand même ont été pas mal aidés sur le fait que les adversaires shootaient trop mal à 3 points contre eux alors que eux ne défendaient pas la ligne à 3 points. En dehors de cette saison-là, c'est une équipe qui a eu quand même pas mal de galères à vraiment être compétitif. Mais c'est vrai que je me suis mis à les regarder récemment parce que les Celtics, on en a parlé, sont quand même de moins en moins intéressants dans le jeu. Donc je me suis mis à regarder quelques matchs des Knicks et c'est vrai que ça me fait peur. Et moi, ce qui me fait peur, et alors je vais te rejoindre Hugo sur la partie un peu théorique de mon argument, mais c'est que leurs deux grosses forces de frappe offensive, que sont Brunson et Rundle, sont deux joueurs qui prennent quand même une grosse partie de leur shoot dans le mi-distance en fait. Alors bon, Randle on prend aussi pas mal près du cercle, mais ils prennent quand même tous les deux une grosse partie de leur shoot sur le mi-distance. Et en fait, c'est une zone du terrain qu'on défend le moins, on va dire, entre guillemets. Même si c'est plus trop le cas, on a eu quand même pas mal une défense assez analytique dans le sens où on protégeait beaucoup le cercle et un peu la ligne à 3 points. Et en fait, on avait tendance à laisser un peu ce shoot peu rentable qui est les mi-distances, notamment les longs mi-distances. Et en fait, il y a un peu ce côté, nous, c'est un peu notre faiblesse. On laisse ce genre de tir-là, mais en fait, ça arrange les Knicks parce que c'est le genre de tir qu'ils aiment prendre, surtout Brunson qui est ultra efficace dans ce secteur-là. Et c'est là où je me dis qu'en fait, il y a un monde où Brunson peut nous mettre une sauce sur une série. Alors, je ne sais pas si on perdrait 4 matchs du coup contre les Knicks, mais c'est vrai que ce serait de loin potentiellement l'équipe qui nous embêterait le plus. Vincent, je ne sais pas ce que tu penses de cette take-là ou si toi, tu as d'autres équipes qui te font plus peur. À moi, l'équipe qui me fait plus peur, c'est toujours Miami. Parce que tant qu'on les aura pas sortis facilement, ce sera toujours l'équipe qui me fera le plus peur. C'est toujours la même équipe avec le même coach. Donc je vois pas pourquoi ça changerait. Donc voilà, pour moi, ça sera toujours cette équipe qui me fera le plus peur. Après, effectivement, toute la théorie New York, elle fait assez peur. J'ai quand même comme espoir que nos deux meilleurs défenseurs extérieurs, j'espère, sont capables de gêner un Jalen Brunson. Quand même, on a deux mecs, voire même trois, avec Brown qui peuvent s'occuper de son cas. Par contre, je pense que c'est une équipe qui nous embêterait si on met pas 3 points dedans contre eux. Je pense que ça peut être vite la mouise contre cette équipe-là, qui peut bien boucher la raquette, les aides sur nos drives des Anunoby justement, des Josh Hart. Je pense que ça serait des matchs bien moches en fait, si on devait les rencontrer. Donc je sais pas s'ils nous inquiéteraient plus que ça, certainement, mais je pense que ça serait des vrais gardes tranchées avec peu de points, sauf si on arrive à faire tomber la pluie à 3 points. Mais le moindre jour avec une adresse 100 serait une brave galère sous les 100 points potentiellement. Donc voilà un petit peu. Mais Vincent, j'ai envie de te dire, t'imagines, parce que là, si on prend le classement actuel, t'imagines enchaîner 2 séries, la première contre Miami, la seconde contre les Knicks, en termes de mocheté. De toute façon, selon Vincent, si la première série c'est contre Miami, il n'y a pas de deuxième série pour nous. Ah mais non, mais il faut les sortir. Par contre, même équipe avec le même coach, oui, mais même équipe, ils ont quand même ils ont perdu quelques joueurs. Hein. Ouais, ils ont perdu. J'ai perdu leur nom, mais celui ils ont qui a perdu les Lakers. Ils ont perdu Vincent. Vincent, ouais. Bon. C'est vrai. Ouais, mais il y a toujours Adebayo, il y a toujours Butler, il y a toujours Duncan Robinson, il y a toujours. Et pour digresser un peu, par exemple, si je prends le classement, là, on a parlé vite fait des Bucks, du Heat, les Cavs, ça vous fait pas peur? Pas tant que ça, personnellement. Ça reste une équipe très forte, mais je sais pas. En fait, je vais pas mentir. En plus, c'est pas une équipe que j'ai énormément regardée, mais le peu que j'ai regardé, c'est pas l'équipe qui m'a le plus fait peur. Après, c'est sûr que Donovan Mitchell, j'aime pas trop le prendre sur une série de playoffs parce qu'en playoffs, il a souvent ce truc, un peu comme un Jimmy Butler en toute proportion gardée,
mais il arrive souvent à activer le playoff mode et il est souvent redoutable sur une série. Après, au global, je pense que même si la création du backcourt des Cavs est quand même sur le papier très très forte, avec Garland qui est toujours aussi fort et justement Mitchell qui est capable aussi de créer pour lui-même et même pour les autres. Je trouve que ils ont toujours pas réglé ce souci de troisième role player. Enfin, même s'ils ont Strus quand même qui est bien meilleur que ce qu'ils avaient l'année dernière avec Lamar Stevens, Okoro et Caris LeVert qui joue un peu moins d'ailleurs cette année. Ils ont trouvé ça avec Strus, mais je pense que ça sera encore un peu court pour gagner une série de playoffs contre nous. Même si on enchaînait encore une fois Miami, New York et les Cavs en finale, ça serait vraiment un parcours. Alors certains qui ne regardent pas beaucoup les matchs des autres diraient bon, sur le papier parcours facile, mais franchement en termes d'opposition, opposition de style, opposition force-faiblesse par rapport à nous, ça serait un parcours qui serait, je trouve, très difficile. Ce qui me fait peur, moi, avec les Cavs, et d'ailleurs, j'ai un peu la même crainte avec les Knicks, c'est le côté, on le sait, Azad en parle à peu près toutes les 10 minutes sur Twitter. Un de nos gros soucis, c'est qu'on met pas assez de pression sur le cercle, on drive pas assez, et qu'on a tendance à trop se baser sur, bon, évidemment, nos shoots à 3 points et nos pull-ups, et qui font que le soir où ça rentre pas à 3 points, on n'a pas trop de solutions. Et je me demande à quel point, si on tombe contre les Cavs ou les Knicks, il y aurait pas du Tatum ou du Brown qui se dirait tiens, je vais aller me prendre en ISO un Jalen Brunson ou un Darius Garland parce que je suis plus grand qu'eux, je peux leur shooter dessus, et que du coup ça se finit sur des ISO avec du pull-up à mi-distance au-dessus de Brunson, qui est en soi pas un mauvais tir dans le sens où tu arrives à tirer au-dessus, mais en fait on rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la take de Tatum, où en fait ça c'est une chose que KD fait beaucoup, parce que KD il a l'efficacité pour le faire et qu'il peut shooter au-dessus de n'importe qui. Tatum n'a pas l'efficacité de KD pour faire ça. Et quand tu vois la protection de cercle, Hartenstein par exemple, on en parlait au Knicks, qui est un très bon protecteur de cercle, Mitchell Robinson qui revient aussi de blessure là, qui est revenu cette nuit d'ailleurs, et aux Cavs évidemment le duo Evan Mobley, Jarrett Allen, qui est un duo très fort protecteur de cercle. Je me demande si on tombe contre ces deux équipes, ça va pas nous mettre ce problème de en fait on drive pas assez, puis là en plus on est contre des équipes où en fait si on drive le cercle va être très bien protégé, donc va falloir vraiment faire preuve d'ingéniosité pour pallier à des soirées où on n'a pas l'adresse quoi. Je pense qu'on a fait un bon tour du coup sur donc la hot take de Hugo qui est donc les Knicks est l'équipe qui te fait le plus peur en playoff, et on peut comprendre. Vincent, je te laisse partir sur ta deuxième hot take. Ouais, j'étais un peu négatif sur la première, donc là, il fallait forcément du positif quand même. Je pense, et ça me fait beaucoup rire par rapport aux discussions d'intersaison, que Boston a le meilleur banc de NBA. Donc voilà, j'ai passé mon année à dire à quel point j'aimais nos remplaçants en fait. Et ils font tous une super saison. Pour moi, le banc de Boston, il va comprendre notamment Pritchard, Hauser, Cornet. Horford, je le mets à moitié dedans parce que tous les matchs où Porzingis n'est pas là, il est titulaire. Et tous les role players derrière, mais notamment, je vais me concentrer sur Pritchard, Hauser, Cornet, qui font une saison quasi parfaite dans leur rôle, je trouve. Parce que je trouve que c'est des role players excellents dans chacun leur spécificité. Pritchard a vraiment pris son envol et a vraiment répondu aux attentes par rapport au contrat qu'il a signé, à la prolongation qu'il a signé cette année. Il score avec une efficacité correcte, très bon energizer, une très grosse propreté à la passe. Il fait 4,41 passes décisives pour une perte de balle, donc c'est excellent. C'est dans le top 7-8 des mecs les plus propres à la passe. Hauser, quant à lui, il s'est installé comme un des meilleurs shooters à 3 points off-ball de la ligue, 43% à 3 points sur 5,6 tentatives par match, il est vraiment très bon. Et défensivement, ce défenseur faible qu'on pensait avoir il y a 1 an et demi ou 2 ans quand il avait rejoint l'équipe, il est pas vraiment négatif, il tient toujours bien la baraque. Et pour finir, Cornet, quant à lui, c'est un pivot très classique, mais qui a toujours un bon placement, toujours de bonnes mains, une vraie intelligence de jeu, donc un mec qui fait complètement le boulot. Ces 3 garçons-là, ils ont tous des net ratings excellents.
À chaque fois qu'ils sont plugués dans des 5 avec un ou deux titulaires, ça se passe tout le temps bien. C'est des mecs qui ont des net ratings au-dessus de 9, hein, au-dessus de plus 9, donc vraiment excellent. Ce qui me plaît énormément, c'est, bon là on t'a dit qu'il restait 9 matchs, donc on a dû en jouer 73. Sur les 73 matchs qu'ils ont joués, alors s'ils en ont joué 60, 70 chacun environ, j'ai tout le temps eu un état d'esprit, une envie, une énergie, d'une stabilité parfaite en fait. J'ai jamais vu ces mecs en dessous au niveau de l'intensité, de l'énergie. Donc ils ont des limites, sinon ils seraient titulaires, ils seraient des meilleurs joueurs. Mais dans leur rôle, dans ce qu'on leur demande, je trouve qu'ils ont été parfaits. Et moi, avec ce roster constitué notamment autour de 5 énormes joueurs et d'autres mecs avec des petits contrats, et ben ces petits contrats-là, ils ont pleinement donné satisfaction. C'est pour ça que pour moi, Boston a le meilleur banc de NBA, un des meilleurs bancs. On est un peu provoque, mais voilà. Je voulais réclamer mon amour pour ces mecs-là. Ouais, du coup, je sais pas si moi je vais être objectif sur certains de ces joueurs-là en plus, mais c'est vrai que, alors je sais pas si je dirais le meilleur banc, mais un des meilleurs bancs, et en tout cas, je suis plutôt d'accord là-dessus. Et je pense que les discussions d'avant-saison où on disait que notre point faible c'était notre banc et notre profondeur d'effectif, bah en fait, on se rend compte, et encore là c'est facile parce qu'on est à la fin de la saison, mais nous on l'avait même dit entre nous dès la mi-saison, voire même avant la mi-saison, qu'en fait notre plus grand défaut c'est pas notre profondeur, parce que notre banc il est pas si mauvais que ça, c'est juste que c'est des noms, comme tu l'as dit, les Hauser, les Pritchard, les Cornets, c'est des noms qui font pas rêver, c'est pas des noms bling bling, t'as pas du Westbrook qui sort du banc ou quoi que ce soit, donc ça fait pas rêver, mais en fait c'est des joueurs qui sont bien plus viables que ce qu'on pourrait penser. Bon, moi évidemment, petite pensée à mon petit Sam Hauser à moi, hein, qui est je pense un shooter élite et qui se rapproche, alors il n'en est pas à son niveau, mais il se rapproche de plus en plus du profil de Duncan Robinson. Et avant que Guillaume du Basket Lab saute de sa chaise, petite nuance, là où je trouve qu'il ressemble beaucoup à Duncan Robinson, c'est sur sa variété de tir, le côté shoot elite où il peut prendre des tirs en sortie d'écran, spot-up, relocalisation après un dribble, mouvement off-ball, enfin il y a vraiment tout ça. Par contre, moi c'est le petit truc en plus qui vraiment le ferait rentrer dans la case Duncan Robinson, c'est le côté attaque des close-out, où en fait ça finit rarement bien s'il veut finir tout seul. Et pour moi, c'est clairement le prochain step pour lui, c'est cette capacité en fait à faire les bons choix quand il attaque le close-out, à devenir vraiment un bon connecteur. Donc voilà, je voulais peut-être juste digresser un peu sur Sam Hauser, mais je suis pas objectif. Je vais lancer Hugo parce que je pense qu'Hugo a un petit mot à dire sur les backups, sur les remplaçants, enfin le banc de Boston, notamment un joueur en particulier, je pense. Il a peut-être envie de remettre l'église au centre du village, Hugo. Je pense que, alors, Peyton Pritchard, déjà, est le meilleur joueur de banc de la ligue. Et on peut peur des mots. Non, mais très, très sérieusement, je pense que Peyton Pritchard, s'il avait mieux commencé la saison, il serait clairement dans la discussion pour le titre de 6e homme de l'année. Parce que, pour tout ce qu'il apporte, etc. Et franchement, alors je sais qu'Azad sera pas d'accord, et je sais qu'Azad, sur ce point-là, a tort. Il a raison sur beaucoup de choses, mais pas sur celui-là. Peyton Pritchard, franchement, fait une saison exceptionnelle. Alors, je suis pas totalement d'accord avec ce qu'a dit Vincent, dans le sens où pour moi, c'est pas le meilleur banc de la ligue, c'est un des meilleurs bancs. Je pense qu'il y a des équipes qui ont, si on prend uniquement le banc, ont des meilleurs bancs. Je pense aux Pelicans notamment, même peut-être au Thunder, hein, le Thunder qui a quand même un effectif ultra profond avec un banc de tout premier ordre. Mais les Mavs aussi, je trouve. Ouais, c'est vrai, même les Clippers aussi, dans une moindre mesure. Mais en fait, alors je suis d'accord avec Vincent dans le sens où je pense que c'est le banc qui est le mieux construit, dans le sens où c'est le banc qui complète le mieux nos titulaires. Le banc a vraiment été pensé en fonction de nos titulaires, et c'est pour ça qu'en fait on a l'impression que le banc est exceptionnel, parce que à chaque fois qu'on envoie une unit, chacun est dans son rôle, chacun connaît son rôle, chacun respecte son rôle, et c'est pour ça qu'on a l'impression que le banc est vraiment très très fort. Donc je pense que c'est plutôt la construction qui fait que ce banc est très bon. Mais encore une fois, il faut reconnaître que les gars qui composent notre banc sont excellents, parce qu'ils connaissent leur rôle et ils cherchent pas à en faire plus ou à en faire moins. Ils restent dans ce qu'on leur demande. Et là où je mettrais quand même une petite réserve par rapport à ce qu'a dit Vincent,
J'adore aussi Pritchard, vous l'avez compris. J'adore Hauser qui sort une saison clairement très 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 bonne. J'aime bien Cornet, par contre, réserve quand même, notamment sur ce dernier, quid des playoffs quand même, où je pense que Cornet, bon, j'en suis encore là, mais pour moi, j'espère qu'il jouera pas énormément s'il devait jouer. Je pense que justement, on a ramené Tillman pour faire ce rôle d'intérieur en sortie de banc, et je pense qu'il sera bien plus intéressant sur des joutes de playoffs, encore une fois. Donc je suis d'accord avec le côté banc excellent par rapport aux attentes qu'on avait. Maintenant, je tiens quand même à nuancer et j'attendrai les playoffs pour vraiment me prononcer sur la finalité de ce banc. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il faut reconnaître ça, il faut donner ça, reconnaître, rendre à César ce qui est à César, donc rendre à Stevens ce qui est à Stevens. Il a construit un banc excellent par rapport à nos besoins. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis, la construction plus que les individus finalement qui composent ce banc. C'est vraiment, alors c'est peut-être aussi pour ça que moi j'ai autant d'affect pour eux, c'est qu'on n'avait pas tant d'attentes que ça, qu'ils ont des rôles toujours limités. Effectivement, Cornet, on est bien d'accord, certainement peu viable en play-off, mais j'aime beaucoup ce côté plutôt eux qui s'intègrent vraiment bien avec nos deux autres titulaires généralement, plutôt que les joueurs intrinsèquement. Ça se trouve, si on les met ailleurs, c'est des mecs qui donneraient pas forcément autant satisfaction. Je pense que Hauser peut aller dans n'importe quelle équipe de la ligue, hein, mais voilà. C'est pour ça que ça. Alors, il me semble que je l'avais dit en podcast, mais alors j'en avais parlé dans le groupe en début de saison. Mais c'est pour ça que j'aimais beaucoup cette intersaison personnellement, parce que ça me rappelait un peu les intersaisons de Greg Popovich à l'époque, au début des années 2010, où finalement il ramenait des joueurs qui sur le papier n'étaient pas forcément étiquetés comme bons, on va dire, mais qui, dans un rôle vraiment précis, arrivaient à faire de très bonnes choses. Et c'est notamment ce que je disais quand on avait signé Delano Benton à l'époque, d'ailleurs, qui est aujourd'hui le franchise player de Portland devant Scott Anderson. Donc voilà, ça classe quand même un bonhomme. Non, mais sinon, plus sérieusement, voilà. Ce que j'avais dit quand on avait signé Benton, c'est que on avait signé un mec qui était grand, qui était très bon pour faire du playmaking. Alors on l'a pas vu chez nous, on sait pas ce qu'on lui a demandé. Ce qui explique justement pourquoi peut-être il n'a pas été aussi bon qu'à Portland aujourd'hui. Mais sur un domaine, vraiment un domaine ciblé, il arrive à être bon. Quand on a signé Mikhailiuk, c'est pareil. Sur un domaine ciblé, il est bon. Hauser, pareil. Pritchard, il est un peu plus complet que les autres, même s'il a ses limites. Mais en fait, voilà, c'est vraiment essayer de cibler au maximum les profils. Et ça me faisait penser à Greg Popovich que je m'en souviens. Hein, je vais citer quelques-unes de ses signatures un peu hipster vraiment. Mais quand il ramène quelqu'un comme Aaron Baines, qui vient à l'époque d'Europe, je sais plus, il me semble qu'il jouait à l'Étoile Rouge de Belgrade, mais il jouait en Europe, je sais plus exactement l'équipe. Mais Aaron Baines, en fait, en Europe, on avait l'impression que c'était un joueur très très frustre offensivement. C'est-à-dire qu'il avait, bon, je vais le dire, hein, parce que au final, Aaron Baines, on a vu, il a commencé à shooter à 3 points et être un joueur très très bon overall. Mais en Europe, c'était un mec qui était là pour poser des écrans, faire le sale boulot, prendre des rebonds. Et je caricature à peine. C'était vraiment ça. Par exemple, un mec comme Jock Landale, c'est un peu le Aaron Baines qui a 10 ans de moins en fait. C'est quelqu'un qui est un excellent poseur d'écran et qui fait le sale boulot. Et Aaron Baines, quand il est arrivé, ça a été ça. Et chez les Spurs, on lui a pas demandé autre chose que ça. Donc c'est pour ça que j'aimais beaucoup quand Popovich faisait ça. Et on sait que Stevens est assez proche de Popovich. Je pense qu'il est assez proche niveau philosophie aussi. Et ce qui explique pour moi cette excellente intersaison, c'est ce côté vraiment ciblage ultra précis et que j'adore aussi. J'adore vraiment ce côté où il arrive et c'est ce qu'il disait d'ailleurs quand il a pris. Je suis désolé, je suis un peu long, mais quand je suis lancé, ouais, j'arrive pas trop à m'arrêter, donc je m'excuse pour ça. Mais quand il a pris ses fonctions de GM, il a expliqué directement que bah, selon lui, c'était la meilleure personne pour être GM parce que comme il avait coaché notamment Brown et Tatum, il savait particulièrement bien ce qu'il fallait pour pour amener une complémentarité. Et je trouve qu'il le fait parfaitement. Donc, en ce sens-là, il respecte parfaitement ses engagements. Et c'est ce qui explique aujourd'hui qu'on a un banc et un effectif ultra quantitatif et surtout qualitatif. Et ça, alors, tu as bien fait de faire long parce que c'est vrai qu'on parle toujours des joueurs, de l'équipe, de la tactique. On parle rarement de Brad Stevens et c'est des échanges qu'on a souvent avec Vincent sur le Discord.
Parce qu'en fait, on ne sait pas si on va avoir la bague, si on va l'avoir cette année ou plus tard, ou si on n'en aura pas du tout, de cette ère un peu Jaylen Brown, Jason Tatum, Brad Stevens. Mais c'est important quand même bah, de rendre à César ce qui appartient à César, comme tu l'as dit. Et en fait, je pense que c'est important d'applaudir le travail de Brad Stevens qui, ok, dans cette culture de si t'as pas gagné, si t'as pas eu la bague, c'est un échec. Ben, en fait, quand tu regardes dans la NBA, t'as plein de très bonnes équipes qui ont été très bien construites, qui n'ont pas eu la bague par voilà à cause d'un petit manque de chance, des petits détails à droite à gauche. Mais ouais, je pense que c'est important d'applaudir Brad Stevens pour le boulot qu'il fait. Et un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est que au moins il essaye. On peut pas, on a souvent reproché dans la fin de l'ère Danny Ainge de pas avoir osé appuyer sur le bouton pour Paul George, pour Anthony Davis, etc. Euh, Brad Stevens, on peut pas lui reprocher de pas avoir essayé, en tout cas si ça marche pas. Donc c'est vrai que ouais, bravo à lui parce que bah pour l'instant en tout cas il n'y a pas la bague, mais en tout cas on a quand même une équipe bien construite et qui est forte, qui est solide. Donc voilà, à voir si est-ce que le changement de coach, changement de tactique, voilà peut-être autre chose qui manque pour avoir la bague. On en saura plus dans quelques mois, mais ouais, en tout cas c'est vrai que c'était à mentionner le gros boulot de Brad Stevens. Je pense qu'on a été très complet sur le banc. Je crois que c'est à toi Hugo. Ta prochaine take. Il t'en reste une si je dis pas de bêtises. Ouais, il m'en reste une. Alors là, je vais repartir un peu sur les cas Tatum et Brown pour expliquer. Alors en fait, pour moi, quand on regarde l'effectif des Celtics aujourd'hui et quand on regarde surtout le cheminement de la saison, où on a été très très bon depuis le début, enfin surtout au début, on était excellent. Et là, on voit quand même qu'il y a un petit coup de mou qui correspond finalement avec, bon, je veux pas dire la baisse de forme, mais enfin, je vais développer, ça ira plus vite, mais qui correspond finalement pour moi à un rôle nouveau pour Kristaps Porzingis, où on le voit de plus en plus jouer au large, et on en parlait avec Robin on en parlait avec Robin justement sur le groupe du podcast. Alors c'est dans la première défaite, il me semble, contre les Hawks, où on était ultra frustré parce que Porzingis passait son temps au large, alors qu'il a dominé vraiment allez, on va dire la moitié de la saison, 50 matchs sur la saison. Il a dominé en postant, enfin, on a dominé en trouvant des situations de post-up pour Porzingis, notamment sur des plus petits, en provoquant des switches. Et là, aujourd'hui, c'est même pas au fait qu'on n'arrive plus à provoquer ces situations de switch, c'est que Porzingis, alors je sais pas si c'est comme Matsula le dit, faire du testing. C'est vrai que certains coachs font ça aussi, c'est-à-dire que dans les derniers matchs, quand on n'a plus rien à jouer, ils tentent j'ai envie de dire, fausser les stats, c'est-à-dire faire enfin, voilà, modifier un peu la data pour les analystes en mettant un plus gros volume, notamment là sur le pick and pop, pour peut-être pour justement modifier ces datas et faire comme si on avait totalement changé notre système. Mais donc je ne sais pas si c'est ça ou si c'est juste peut-être une méforme physique de Porzingis qui serait un peu plus inquiétant. Mais en fait, moi, ma take, c'est ça, c'est de dire que plus que Tatum et Brown, plus que même aussi l'adresse, le manque d'adresse, même si, comme Azad le dit, et je vous invite à le suivre sur Twitter et à suivre ses analyses, sauf sur Peyton Pritchard, encore une fois, on gagne pas un match quand on shoot à moins de 30% à 3 points, donc c'est quand même inquiétant. Mais en fait, plus que ça, pour moi, le vrai point de bascule qui permettra aux Celtics de remporter un titre, c'est Porzingis. Et s'il remet le chauffe et il rejoue à l'intérieur, qu'il arrête de poster au large et qu'on arrive à lui trouver des situations de post-up, parce que c'est là où il est redoutable, c'est là où il est impressionnant, et c'est là surtout, c'est avec ça, qu'il fait de nous une meilleure équipe. Et c'est pour ça que pour moi, si vraiment on veut avoir une chance de gagner ce titre et de battre des équipes comme Denver, comme je sais pas, comme Oklahoma City, même comme New York, ça passera par du post-up de Porzingis. C'est vraiment la clé de voûte pour moi de cette équipe, ce qui permet de créer voilà ce lien, de créer cette alternance qui est vitale à toute bonne équipe. Et sans cette alternance, pour moi, on restera une équipe qui sera trop dépendante soit de nos leaders, de notre adresse, alors qu'on a montré pendant toute la première partie de saison qu'on n'était pas ce genre d'équipe et qu'on était une équipe vraiment complète.
Ouais, là-dessus, je te rejoins parce que je me souviens qu'on avait fait un épisode, je crois que c'était avec Azad et avec toi, Vincent, d'ailleurs, je crois, où on avait parlé notamment de fréquence, de play type et le fait que, on sait, c'est une stat qui est beaucoup ressortie tout au long de la saison, l'efficacité en fait de Porzingis sur post-up. Et c'était tout simplement le meilleur de la ligue. Alors je pourrais plus vous sortir la stat à l'époque, mais il était dans les tout meilleurs. Je crois même que c'était le numéro 1 ou numéro 2 de la ligue en termes d'efficacité sur post-up. Et en fait, quand on regarde là sur la saison globale, même en termes de fréquence, il faisait partie de ceux qu'on prenait le plus à l'époque. Donc c'était, ça devait être en février, je pense, ou un truc comme ça, ou sûrement janvier même, l'épisode. Je pense que ça devait être ça, janvier. Et même en termes de fréquence, il devait être dans le top 3, top 5 des joueurs qui qui avaient le plus de séquences sur post-up, de possession en post-up. Il faisait partie des plus efficaces. Et en fait, on se rend compte que là, j'ai pris la même stat, mais sur l'entièreté de la saison, donc en comprenant en plus les derniers matchs où justement il joue plus au large, on le voit faire beaucoup plus de pick and pop. Est-ce que c'est lié à sa blessure récente et au fait qu'il n'a pas envie de prendre des risques liés à son physique avant les playoffs, je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, il a chuté et il n'est plus qu'en fin de top 10 en termes de fréquence sur des séquences de post-up, tout en gardant une grosse efficacité. Donc ouais, c'est vrai que là-dessus, je suis assez d'accord avec toi. On aimerait en voir un peu plus quand on voit à quel point il est efficace, même quand il prend ses shoots là où il est à peine pas vraiment à mi-distance, mais tu sais, il est dans la raquette, il se retourne et il shoot au-dessus du joueur, où en fait, une fois sur deux, il a la faute en plus, et parce il est plus grand que tout le monde, et il a tellement un toucher incroyable il est tellement efficace dans ces situations-là. Vincent, un petit mot sur l'utilisation de Porzingis en vue des playoffs. Ouais, j'étais en train de regarder les stats que tu disais là, où effectivement en fréquence c'est fin de top 10 et il est deuxième à l'efficacité. Maintenant, ça a bien chuté quand même, hein. Il était irréel pendant la première partie de la saison à coup de N1 notamment avec la faute à chaque fois. Donc ça a bien chuté. Il avait une blessure qui l'a tenu éloigné un petit peu des terrains pendant 15 jours là. C'était quoi? C'était les ischios. Moi, je pense qu'au-delà des post-up, je vois ce qu'Hugo veut dire. Son état de forme physique va être capital parce que c'est clairement celui qui doit aussi permettre à notre défense de passer le cap ultime avec une super protection du panier. Donc les post-up, oui, mais en fait globalement, qu'ils sont en forme. On a tous été agréablement surpris en début de saison de sa mobilité, de sa disponibilité, de son efficacité aussi bien sûr. Là, on l'a un peu perdu depuis je n'arrive pas à dater, mais entre les moments où il n'a pas été là qu'il est revenu et que c'est pas merveilleux, ça fait qu'on va dire un mois qu'on voit un Porzingis moins dominant parce qu'il était vraiment monstrueux. Donc voilà, donc c'est ça. Au-delà de son utilisation, ça va être son état de forme. Et je pense qu'aussi son utilisation vient également en partie de son état de forme. S'il se sent fort, s'il se sent endurant, je pense qu'il aura plus de variations dans son jeu, un peu comme ce qu'on a vu en début de saison. Marche. Hugo, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou sinon on part sur la troisième et dernière hot take de Vincent? Non, j'attends patiemment ce que Vincent a à nous raconter maintenant. Allez, vas-y, donne-nous ta dernière hot take on va finir sur une note négative, je sais pas si c'est une bonne chose. Ah, je vais aller très vite. Attends, je l'ai perdu. Si tu veux, je peux te la dire. Boston va encore se faire ouvrir en play-off dans les fins de match. Bon, ça, c'est un peu dû à mon agacement des 2 dernières nuits qui m'ont gâché mes nuits de sommeil en plus, donc vraiment la double peine. Parce qu'encore et toujours, j'ai l'impression que depuis que j'ai intégré le podcast, je parle beaucoup de ça, beaucoup trop. Ralentissement du jeu, le ballon qui ne bouge plus, ISO Tatum, ISO Brown. En fait, dans cette configuration de fin de match, mais de toute fin de match, hein, quand le match est à 1 ou 2 possessions, ce qu'on retrouve souvent en play-off, parce qu'on est face à des équipes hyper compétitives, donc on va pas pouvoir éclater tout le monde de 20 points. Et ben ça fait des années qu'on a ce ralentissement du jeu. Et en fait, dans cette configuration de match, je trouve que l'avantage concurrentiel qu'on a par rapport aux autres équipes, c'est-à-dire pour moi l'avantage concurrentiel qu'on a dans notre équipe, c'est 5 joueurs excellents sur le terrain. C'est-à-dire quand on a notre 5, le 5e plus mauvais joueur qui est sur le terrain, voire même le 4e, et ben il est toujours à l'avantage de Boston.
C'est Jalen Brown si vous avez envie, mais peu importe, je lui comprends d'ailleurs. À chaque fois, j'estime que offensivement, notre 4e, 5e meilleur joueur, souvent, il est meilleur que le 4e, 5e adverse. Et en fait, dans ces configurations de match, où finalement on fait plus que de l'ISO Tatum Brown avec un pauvre écran à peine posé, où il n'y a pas vraiment de création de décalage, et bien en fait notre avantage concurrentiel, on le perd parce qu'en fait du coup on se retrouve face à des adversaires qui vont faire un peu la même chose. Souvent ils jouent pas mieux que nous les adversaires, mais si je me retrouve dans une fin de match entre un mi-distance de Jimmy Butler ou un 3 points contesté de Tatum, et ben je pense que du coup on va souvent perdre, plus souvent que notre roster devrait nous permettre de faire. Voilà. Et on a vu ça contre Atlanta. Alors c'est pas très grave. Je sais pas quel était le niveau d'intensité de notre équipe ce soir-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'on l'a vu l'année dernière sur des fins de match. On a pris cher sur Harden parce qu'effectivement, si je dois faire confiance à un step back à 3 points, je vais plus faire confiance à celui d'Harden que de Tatum par exemple. Je sais pas si les stats me donnent raison cette année, mais l'historique, en tout cas, plaide en faveur de Harden. Et je suis pas tout le temps persuadé qu'on est le meilleur joueur, le meilleur closer sur le terrain à chaque fois. Et si on s'en remet à chaque fois à de l'exploit purement individuel, je pense que du coup, on devient une équipe très lambda, très pièce en l'air sur ces fins de match. Et c'est dommage. C'est dommage. Alors oui, il y a très souvent, on va éclater des mecs de 20 points, hein, comme on avait fait contre Miami, en fait, depuis des années, où en fait, il faut gagner 85% des cartons pour réussir à les sortir. Et malheureusement, Stevens, il a fait des trades, il a ramené d'autres mecs, mais si on se retrouve encore à faire de l'ISO bête et méchante, à coup de je laisse tourner le chrono pendant 15 secondes, je ne crée même pas une séparation et je prends un 3 points contesté, c'est très dur à supporter pour mon petit cœur, mes yeux, pour plein de choses. Voilà. Je comprends les craintes. Au final, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur la première take sur Tatum, le fait qu'en fait, moi, j'irais même plus loin que ce que tu as dit quand tu parles du 4e, 5e meilleur joueur. Je pense que sur chaque ou presque quasiment toutes les confrontations de playoff, à part peut-être les Bucks, je pense que notre 2e meilleur joueur est meilleur que le 2e meilleur joueur adverse. Notre 3e meilleur joueur est meilleur que le 3e meilleur joueur adverse, etc. En fait. Et je pense qu'il y a, c'est ce que tu disais, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le côté alpha de Tatum, qui est plus ce joueur élite, ou alors pas encore, ou du moins il ne l'a pas été. C'est que en fait, dans quasiment toutes les confrontations qu'on va avoir en playoff, enfin dans la plupart, est-ce que Tatum est vraiment le meilleur joueur de la série, tu vois? Les Bucks, je pense pas. Les Cavs, typiquement, un Mitchell en playoff. Alors je dis pas que Tatum est pas meilleur, mais c'est pas très, enfin, t'es pas sûr à 100%. Enfin, moi, ça me choque pas s'il y en a qui disent que en playoff, tu comptes peut-être plus sur Mitchell que Tatum, tu vois. Alors, je dis pas qu'on peut pas compter sur Tatum en playoff, mais c'est pour rejoindre ce que tu disais sur le côté, s'il y a une ISO et qu'on doit se baser sur du hero ball, est-ce que j'ai pas plus confiance en une ISO en fin de match de Mitchell ou de Jimmy Butler, tu disais, ou de James Harden que de Tatum? Ouais, potentiellement. Par contre, sur les fins de match, je voulais juste rajouter, on en a un peu parlé en off avant de lancer le podcast, et Hugo l'a vaguement aussi abordé. Sur une fin de saison comme ça, je me demande à quel point Mazzulla profite pas du fait que justement le seed 1 est assuré pour faire des tests, notamment défensivement. Alors je suis pas sûr à 100%, ça excuse pas tout, notamment offensivement où on fait beaucoup de ISO Tatum, ISO Brown comme tu as dit, et en fin de match serré, bon, on drive plus beaucoup, même si bon, de manière générale, on ne drive pas assez, on en a déjà parlé, on finit pas assez au cercle, peu importe que ce soit début de match ou pas, peu importe que le match soit serré ou pas d'ailleurs. Mais défensivement, je pense vraiment que Mazzulla teste des choses. Et si j'ai des doutes sur notre attaque en playoff sur les fins de match serrés, j'en ai quand même beaucoup moins sur notre défense pour le coup. Même si on sait qu'en NBA, good defense, better offense, t'as beau avoir une excellente défense, si le joueur offensif en face, il est élite quoi, il va réussir à mettre des tirs compliqués. Donc ouais, je comprends tes craintes. Hugo? Ouais, vas-y. Moi, je peux en rajouter une petite, c'est qu'en fait, moi, je suis intimement persuadé que sur ces fins de match, je préfère qu'il y ait une mise en place, une tentative de drive qui va essayer de libérer un de nos shooters, un de nos 4e, 5e
troisième, quatrième, cinquième meilleur joueur qui est sur le terrain, je préfère largement trouver un tir ouvert ou grand ouvert à Derrick White à 3 points dans le corner ou à Jrue Holiday que cette fameuse ISO en fait. C'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait tu les as sur le terrain, ces mecs-là, ils sont hyper performants, justement pour prendre un 3 points ouvert, c'est des mecs à qui on peut faire confiance, et notamment Derrick White a des stats excellentes là-dessus, et on se contente trop souvent à mon goût de tirs qui rentrent jamais en fait. Quand on fait de l'ISO Brown, statistiquement c'est pas bon, quoi qu'il arrive, hein, même si ça tombe dedans, il faudra dire que c'est pas bon en fait comme décision, comme appel du coach ou comme décision du joueur en lui-même. En fait c'est assez terrible, alors que ces mecs-là sont dangereux, ils vont attirer des défenseurs et pouvoir libérer tes fameux 3e, 4e, 5e meilleurs joueurs qui franchement sont excellents dans ce qu'on leur demande, vu que généralement de toute manière ils sont peu impliqués sur les actions dans ces cas-là. Donc voilà. Je te rejoins là-dessus, j'irai même plus loin. J'ai bien aimé, j'avais pas cette réflexion-là, mais j'ai bien aimé quand tu as parlé du côté sur les 3e, 4e, 5e meilleurs joueurs et du fait qu'on perdait cet avantage concurrentiel quand on faisait des ISO, parce qu'en fait, sur des ISO Tatum ou Brown, les Porzingis ou même surtout les White, les Holiday, en fait, ça devient que des spot-up shooters en fait. Et dans ces situations-là où ce sont des spot-up shooters, en fait, limite que ton spot-up shooter soit Jrue Holiday, Derrick White, ou que ce soit, j'en sais rien, on parlait de Donte DiVincenzo, tiens, on parlait des Knicks, ou j'en sais rien, j'en ai pas d'autres, Pat Connaughton par exemple, pour parler des Bucks. Est-ce que au final, tu perds. Enfin, si on parle vraiment de finition d'action où ça va être juste du catch and shoot dans le corner, en fait, que celui qui prenne le catch and shoot, ce soit Jrue Holiday, Derrick White, ou que ce soit Connaughton ou Donte DiVincenzo, en fait, la différence, elle est pas grande. Je me demande même si elle est pas en faveur de DiVincenzo, typiquement. Et du coup, dans ce scénario-là, tu perds effectivement cet avantage concurrentiel. Et c'est vrai que j'avais pas eu cette réflexion-là, mais maintenant que tu le dis, ça fait beaucoup de sens. Et du coup, c'est dommage de pas utiliser les qualités de Jrue et White sur des cuts, typiquement. Tu vois, si tu fais un pick and roll Tatum Porzingis plutôt qu'une ISO Tatum, et que à l'opposé tu vas avoir un cut de Jrue Holiday qui est très fort là-dessus, ou un Derrick White qui est très fort aussi là-dessus, et qui vont avoir la taille ou le physique pour finir au cercle ou aller provoquer des fautes, tu vois. Plutôt que juste les cantonner à du catch and shoot dans le corner, chose qu'ils peuvent très bien faire, mais au final c'est un peu c'est un peu réduire leur qualité en fait à juste du catch and shoot dans le corner, alors que tu pourrais les utiliser dans bien d'autres domaines, on va dire. Moi, ce que je reproche, c'est qu'en plus, même en catch and shoot dans le corner, ils sont pas utilisés, vu que de toute façon, on prend un tir. Oui, pourri. en plus, ouais. En fait, ils le font très bien, parce que Holiday dans le corner cette année, c'est monstrueux. Hein, c'est peut-être un des meilleurs de NBA. Et White est très fiable aussi. Mais là, c'est-à-dire qu'en fait, tu réduis leur rôle à rien. C'est-à-dire qu'en fait, si tu mets moi sur le terrain, c'est la même, vu que de toute façon, ils ne la toucheront pas la balle. Et qu'en plus, j'ai l'impression que, vu qu'on en a fait trop, les adversaires le savent. Et donc, ça se referme vraiment. Je pense que quand les mecs voient Tatum, laisser tomber l'horloge ou Brown, les mecs ils savent où ça va finir. Et quand tu mets même pas un peu de crainte dans la défense, je trouve que c'est vraiment pas bon, quoi. C'est vraiment très mauvais dans ces cas-là. Hugo, est-ce que tu veux nous redonner un peu d'espoir sur cette take, ou est-ce que tu nous rejoins? Non, je suis plutôt d'accord avec Vincent, mais je trouve qu'après, il y a des choses qu'on a fait cette saison qu'on fait plus forcément en fin de possession et qu'on refera peut-être en playoff. Je pense à notamment utiliser Jrue Holiday dans le short corner, etc. C'est des choses qu'on faisait au dunker spot. C'est des choses qu'on a fait cette saison et là qu'on a totalement mis de côté pour des raisons obscures que personne ne peut comprendre. Mais je pense que c'est pas des choses qui sont qu'on peut oublier en playoff. C'est des choses qu'on peut facilement remettre en place si on en a l'envie et surtout le besoin. Mais non, je rejoins Vincent dans la globalité. C'est vrai que c'est un petit red flag là clairement sur la fin de saison. Parce que si on regarde les 2 matchs contre Atlanta, il y a quand même du bon. Mais c'est vrai que la fin de match, c'est un gros red flag. Après, de là à s'inquiéter pour les playoffs, je pense pas. Franchement, je pense que, comme on l'a dit, on arrive vraiment dans une période creuse où là, finalement, tout le monde se concentre plutôt sur est-ce qu'on va arriver en forme en playoff, et certains se concentrent aussi sur les bonus qu'ils pourraient toucher en fin de saison. Hein, parce que clairement, là,
la fin de saison, faut pas oublier aussi que pour certains joueurs, c'est la course au bonus. Hein. Certains joueurs doivent encore atteindre des objectifs comptables et certains, voilà, pensent peut-être plus à leur bonus en fin d'année, sans dire qu'ils pensent plus au collectif, hein, mais ils ont forcément ça dans un coin de leur tête. Et non, je pense qu'on peut pas. Moi personnellement, en tout cas, et là, encore une fois, je reviens sur le début de l'émission. Je disais que la saison sous Udoka m'a donné une carrière en tant que pessimiste du groupe, parce que pour le coup, moi, je suis plutôt optimiste avant les playoffs. Je pense que franchement, vu tout ce qu'on a montré cette année, si on n'oublie pas ce qui a fait notre force pendant la saison régulière, on aura largement de quoi faire minimum une finale de conférence, j'imagine, et je l'espère beaucoup plus. Mais franchement, on a tout au magasin maintenant. Il faut pas s'oublier, en fait. C'est ça, faut pas oublier tout ce travail qu'on a fait pendant, je vais dire 65 matchs pour 2-3 mauvais matchs où on rate notre fin de match. Franchement, je suis pas inquiet. Mais après, c'est vrai que Vincent disait que si on le mettait sur le terrain dans le corner, ça serait la même chose. Mais Vincent, je crois savoir que dans la région de Limoges, tu es redouté là pour ton tir dans le corner. Donc moi, ça me va. Moi, ça me va. Le Nicolas Lang du Massachusetts. Je sais pas si on peut finir le podcast d'une meilleure façon. Non, je sais pas. Est-ce que vous avez une dernière hot take qu'on n'aurait pas citée, qui vous serait venue là, ou est-ce qu'on finit là-dessus sur le Nicolas Lang du Massachusetts? Alors moi, je vais profiter de ce podcast parce que j'en ai pas fait énormément cette année et je vais le redire. Je l'ai dit une fois et bon, malheureusement, ça m'a tourné après. Donc, j'espère, là, je touche du bois. J'ai ma table en bois. Mes doigts frottent l'acajou. Mais j'ai envie de dire, je dois reconnaître que Jaylen Brown fait une saison très, 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 très intéressante par rapport à ce qu'il nous a proposé, notamment depuis 1 an et demi. Alors, encore une fois, sur les matchs des Hawks, il est très frustrant, donc on va oublier ces 2 matchs. Mais franchement, depuis l'All-Star Break, c'est de très loin le meilleur joueur des Celtics. Et s'il continue comme ça, j'aurais vraiment plus rien à lui reprocher. Donc, Jaylen, continue comme ça, et tu seras peut-être ma hot take de l'année prochaine. C'est vrai, notamment défensivement. Moi, je trouve que défensivement, il a vraiment fait des efforts et il est plus. J'étais un des premiers aussi avec toi, Hugo, à lui taper dessus défensivement et à taper sur le cliché qui était de dire que sous prétexte qu'il était athlétique, c'était un bon défenseur. Sur les dernières saisons, les 2-3 dernières saisons, c'était pas un bon défenseur, c'était même potentiellement le plus mauvais défenseur de la rotation 5-6, on va dire, des Celtics. Et ouais. C'est vrai que cette année, notamment défensivement, je trouve qu'il a fait beaucoup d'efforts. Meilleure utilisation aussi. Donc ouais, c'est vrai. Meilleur choix aussi, je pense. On parlait tout à l'heure du fait que Tatum jouait souvent de l'isolation pour shooter sur les joueurs plus petits. Je trouve que Jaylen Brown cette année, surtout sur la deuxième partie de saison, est excellent là-dedans. Et tous ses choix sont plutôt logiques. Et c'est rare pour Jaylen Brown parce que on le sait, homme brillant hors des parquets, mais souvent très frustrant par ses décisions. Et là, franchement, il n'y a plus grand-chose à gommer. Alors, il y a toujours des choses à gommer, mais au global, je trouve qu'il a fait beaucoup de progrès là-dessus. Et là, honnêtement, il n'y a plus grand-chose à lui reprocher aujourd'hui. C'est vrai. Vincent, un petit dernier mot, petite chose que tu veux rajouter avant les playoffs? Sa cote est suffisamment remontée pour qu'il soit bon à trader cet été, du coup. Hein. Non, je plaisante. Mais moi, à la base, j'étais certainement moins bas. Enfin, j'ai de l'affect, en fait, donc je pense que je suis pas lucide, donc c'est pas bien grave. Mais je suis d'accord avec vous. Là, je trouve que la saison, elle est vraiment intéressante et meilleure, tout simplement. Et bien meilleure que l'année dernière, tout simplement. Alors, certainement avec toujours plein de limites, toujours le fameux contrat, et on pourra en parler pendant des heures, mais meilleur, donc du positif, effectivement. Ça marche. On va finir là-dessus. Du coup, ce qui nous attend, donc ça va être la fin de saison d'ici 2 semaines à peu près, je crois. On fera un épisode où on fera un peu review de toute la saison globale, de cette saison historique quand même. C'est vrai que là en ce moment, même si Azad est pas content du jeu des Celtics, qu'il y a pas mal de défauts, etc. On est quand même sur une saison historique.
Et voilà, comme l'a dit Hugo, on ne sait pas s'il y aura le titre ou pas, mais dans tous les cas, il faudra pas gommer la saison historique et malgré un peu la culture de la bague ou rien qui tourne autour de la NBA, on n'oubliera pas l'excellente saison de Mazzulla et ses joueurs. Et ensuite, dans la foulée, on vous fera une petite preview quand on connaîtra du coup la match-up. L'équipe qui affrontera les Celtics au premier tour, on fera une petite preview pour les playoffs. Puis après, voilà, comme on a fait les années précédentes, on essaiera de faire à chaque fois preview de la série et un bilan de la série une fois la série terminée, etc. En espérant aller jusqu'au final NBA et que ça se finisse un peu mieux qu'en 2022. Les gars, merci à vous. Et du coup, bah voilà, on va tout simplement vous souhaiter une bonne fin de saison régulière et on espère de bons playoffs. De toute façon, on se revoit d'ici le début des playoffs. Salut les gars. Merci, à bientôt. Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams, Jeff, down the stretch.